Youssef Laouane, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature et de journalisme. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et journaliste Loïc Barrière. Loïc Barrière, bienvenue à Berbère Télévision. Bonjour Youssef et merci de ton invitation. Je t'en prie. Donc, on va commencer par parler littérature et donc par dire quelques mots à propos de ton dernier roman, Le cœur des enfants khmers, qui est paru aux éditions du Seuil. Alors, c'est quoi ce livre, Loïc? Alors, Le cœur des enfants khmers, c'est mon troisième roman, Oui. paru après 2 livres qui parlaient du Maghreb, le voyage clandestin et quelques mots d'arabe. Et je me suis intéressé à l'Asie d'une manière, je dirais, tout à fait fortuite en rencontrant un Cambodgien qui avait à peu près mon âge et qui m'a raconté son enfance sous les Khmers rouges. Et quand il m'a raconté son histoire, je me suis aperçu en fait que je ne savais rien de cette période. Je découvrais tout. L'interdiction qu'il y avait par exemple de prendre des repas individuellement, il fallait prendre des repas en commun, les personnes exécutées, les exécutions de masse. Finalement, on sait ça par l'histoire. D'ailleurs, en avril 1975, voilà, c'est le moment où les Khmers rouges investissent la ville de Phnom Penh. Ça fait bientôt 40 ans que les Khmers rouges ont pris le pouvoir. Et en l'écoutant me raconter cette histoire, surtout avec ses souvenirs d'enfant, j'ai eu envie d'écrire un livre à ce moment-là, alors que je ne savais mais rien du Cambodge. Et donc, dans ce livre, tu mets en action un personnage, Rota, c'est ça? Exactement, Rota. Et alors, il a grandi dans les camps de Thaïlande, c'est ça? Alors, il a grandi dans les camps de Thaïlande. J'ai gardé le prénom de la personne d'accord, dont j'ai bien. fait la connaissance. C'est lui qui le souhaitait d'ailleurs. Oui. En fait, je l'ai interviewé, comme je suis journaliste également. Bien sûr. Je l'ai longuement interviewé. Et puis, donc, il m'a raconté effectivement tout ce qui se passait dans les camps en Thaïlande. C'est là qu'il a vraiment pris conscience des horreurs subies par les Cambodgiens, parce que comme il était enfant et qu'il vivait au milieu de ses bourreaux, il ne se rendait pas compte. Un enfant ne sait pas ce qui est anormal. Il s'en est rendu compte quand les Khmers rouges sont partis, chassés par les Vietnamiens en janvier 1979. Oui. Et en arrivant dans les camps, il a entendu des horreurs, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas parler. Il était même dangereux pour un enfant de parler avec ses parents. Vous aviez des espions qui écoutaient, et puis la plus petite phrase malheureuse vous envoyait sur le peloton d'exécution. Et donc il retourne dans son pays de naissance, et qu'est-ce qu'il découvre alors? Alors justement, ce qui m'a intéressé, c'est que de fil en aiguille, après avoir entendu son témoignage, j'ai beaucoup lu de livres sur le Cambodge, et je me suis aperçu que son histoire à lui, elle avait déjà été racontée. Il y avait déjà plein de livres intéressants. Et je me suis dit, je ne vais pas faire le même livre. Le même livre, non. Donc, ce qui m'a intéressé, c'était d'imaginer son retour au Cambodge, c'est-à-dire finalement ce que sont devenus les Cambodgiens de France et comment ils retournent au pays. On sait que les Algériens, notamment les Marocains, reviennent régulièrement au pays. Pour les Cambodgiens, ça se passe aussi aujourd'hui. Simplement, à la différence peut-être du Maroc ou de l'Algérie, c'est qu'il y avait un non-dit sur ce qui s'est passé durant les années Khmer rouges. Et donc pour les adultes qui étaient enfants à cette période-là, c'est une redécouverte finalement du passé. Et il se trouve qu'en allant faire un voyage au Cambodge en compagnie du héros du livre, j'ai rencontré ma femme cambodgienne, et donc le livre a pris une toute autre dimension, puisque le Cambodge est devenu encore plus présent dans ma vie d'une manière totalement inattendue. Eh bien, c'est magnifique tout ça. Et maintenant, avec le recul, cette histoire du Cambodge, c'est une histoire liée aussi à la guerre des 2 blocs, n'est-ce pas? Oui, c'est finalement, le Cambodge a été une victime collatérale de l'affrontement entre le communisme et les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait des Vietnamiens communistes qui s'étaient réfugiés du côté cambodgien de la frontière.
Nixon et surtout Henry Kissinger ont bombardé le Cambodge, d'ailleurs en totale violation du droit américain, puisqu'ils n'avaient même pas prévenu le Congrès. Oui. Et les Khmers rouges ont été renforcés par les bombardements américains contre cette partie du Cambodge. Ça les a renforcés. C'est ce qui a permis les exactions. C'est-à-dire que les Khmers rouges, au départ, c'était un groupe qui était finalement, c'était un groupe parmi tant d'autres. Bien sûr. Mais il y avait eu tellement de corruption avec le régime pro-américain de Lon Nol que le 17 avril 1975, quand les Khmers rouges sont arrivés à Phnom Penh, je dirais pendant quelques instants, quelques heures, les habitants de Phnom Penh ont été soulagés. Je dis bien quelques heures. Quelques heures seulement. Parce que très vite, ils ont compris que tout n'allait pas comme ils l'espéraient. Ils pensaient que c'était la fin de la guerre, l'arrivée des Khmers rouges. Ils se disaient, ça y est, on va avoir un gouvernement cambodgien. Sauf que ce sont des adolescents fanatisés qui étaient dans les rues de Phnom Penh et qui tout de suite ont obligé la population à quitter la ville de Phnom Penh et aller à la campagne en prétextant des bombardements américains qui allaient venir. Sauf que, évidemment, tout ça, c'était un plan monté par Pol Pot pour dominer cette population urbaine, car ils n'avaient pas l'habitude de vivre à la campagne. Et parmi les personnes qui sont mortes sous le régime Khmer Rouge, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont mortes en raison de maladies, oui, bien sûr. De faim, parce que tout simplement, c'était des gens de la ville. On oublie que Phnom Penh, dans les années 70, c'était une ville où il y avait un cinéma intéressant, il y avait des chanteurs, c'était un pays, c'est très émouvant d'ailleurs de revoir des images de la période qui précède les Khmers rouges. Oui. Et donc il y avait une forme de vie occidentale chez certains Cambodgiens de Phnom Penh. Ils ont durement souffert du transfert de population dans la campagne. Donc, il y a eu les exactions que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du Cambodge? Quelle est la vie quotidienne du Cambodge aujourd'hui? Alors, le Cambodge se développe. La jeune génération est très créative. Moi, je suis ami avec beaucoup de jeunes Cambodgiens sur Facebook. Il y a des cinéastes, il y a des photographes. Il y a des galeries qui s'ouvrent, par exemple, dans la deuxième ville du Cambodge qui s'appelle Battambang. Il y a une vitalité incroyable. Je pense qu'il y a des écrivains, mais je ne les ai pas lus. Je ne lis pas le cambodgien. J'allais justement te demander, te poser une question sur la littérature du Cambodge, oui. Il doit y avoir une littérature intéressante. Je ne la connais pas. Il y a probablement des écrivains cambodgiens traduits en français. Il y en a très peu. Il y a quelques écrivains qui ont écrit directement en français avant la période Khmer Rouge, d'autres qui ont écrit durant l'exil. Oui. Mais je pense qu'il y a toute une jeune génération qui est en train de naître, mais j'attends avec impatience que des Cambodgiens de France traduisent cette littérature. En tout cas, il y a un jeune cinéma qui est très intéressant, notamment avec des cinéastes qui ont grandi en France, je pense par exemple. Et qui retournent au pays. Et qui retournent au pays, je pense par exemple. Et qu'est-ce qu'ils racontent dans leurs films en général? Si tu peux nous donner une idée, ne serait-ce qu'une petite idée. Mais finalement, je prends l'exemple de Davichou. Il a créé, d'abord il a aidé des jeunes Cambodgiens à apprendre les techniques du cinéma. Lui-même est le petit-fils d'un grand producteur de cinéma. Et il a fait un film où il revisite le cinéma cambodgien disparu. Parce que le problème, c'est que non seulement les Khmers rouges ont assassiné les cinéastes, mais ils ont en quelque sorte tué les films. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces de ces films-là. Et ces films n'existent plus que dans la mémoire des vieux Cambodgiens qui les ont vus. Incroyable. Et il a fait un film absolument remarquable où il interviewe des gens qui vous racontent les films. Et à un moment du film, c'est extraordinaire, il fait rejouer une scène mythique par des jeunes Cambodgiens d'aujourd'hui. Une scène qui a été déjà jouée il y a très longtemps et qui est restée dans la mémoire. C'est une histoire humaine émouvante. Et quelles sont les relations du Cambodge avec les pays voisins aujourd'hui? Est-ce que ce sont des relations apaisées ou pas encore? Ce ne sont pas vraiment des relations apaisées dans la mesure où le Cambodge a eu une histoire, je dirais,
C'était un très grand pays. N'oublions pas les ruines d'Angkor, Angkor Wat. Oui, bien Le sûr. Cambodge a été un pays très vaste. Et puis, avec le temps, il a été grignoté au nord par la Thaïlande, Bien au sûr. sud par le Vietnam. Donc il y a toujours des relations, je dirais, tout de même un petit peu tendues avec D'accord. les pays du D'accord. voisinage. Et le Cambodge aussi souffre parfois, je dirais, de ces 4 années, je dirais, d'enfer Khmer Rouge. Bien sûr. Le développement aujourd'hui du Cambodge ne serait pas le même s'il n'y avait pas eu cette période épouvantable. D'accord. Et comment on voit aujourd'hui le Cambodgien moyen cette période-là d'enfer, pour reprendre ton mot? Alors, je ne peux pas en parler vraiment en généralisant parce que je n'y vais pas Oui, oui, malheureusement bien assez sûr, bien souvent, sûr. mais Juste une idée, quoi. d'après ce que je comprends, la jeune génération n'a pas accès à toutes les informations sur le passé Khmer Rouge. D'accord. Ça n'est pas enseigné à l'école. Il y a certes des musées. Il y a des gens comme Ritipan qui ont créé des centres de documentation. Il y a des militants de la mémoire qui sont très très actifs. Donc moi je pense que cette mémoire va se transmettre avec le temps, mais je dirais par les canaux officiels, l'impression que j'en ai, c'est que cette mémoire, on essaye un petit peu de mettre le couvercle dessus. On ne dit pas tout, mais peut-être que c'est un peu le cas dans beaucoup de pays qui ont subi un peu ces périodes difficiles. Hein. Ce n'est pas toujours facile de le dire un peu à tout le monde. Puisque les protagonistes sont vivants. Voilà. Ils sont encore vivants. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez des rues où vivent encore les victimes et les bourreaux. Ah ben voilà, c'est incroyable. Et donc, tu as écrit, Loïc Barrière, d'autres livres, et il parle d'autres univers. Hein. Alors, donc, l'avant-dernier, donc, c'est quelques mots d'arabe, c'est toujours au seuil. Et c'est quoi ces quelques mots d'arabe? C'est toi-même qui as appris l'arabe. Tu es journaliste aussi, hein, tu es né à Rouen, et c'est à Rouen que tu as appris l'arabe. Voilà, dans une ville proche de Rouen qui s'appelle Grand Couronne. Ah d'accord. Et quand j'étais petit, je suis arrivé dans un collège à 11 ans où la plupart de mes copains et copines étaient issus de l'immigration maghrébine. C'était principalement des Algériens, donc kabyles, arabes, oui. chaouis aussi. Oui, bien sûr. Il y avait des enfants de Harki aussi. Oui, donc aussi, finalement, l'histoire de l'Algérie, je l'ai quelque part. J'ai eu le premier contact avec l'Algérie, c'était en arrivant au collège. Et j'ai entendu beaucoup de mots d'arabe à l'école, mais comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, mes enfants entendent parler l'arabe aujourd'hui. Et j'ai eu envie d'apprendre l'arabe de cette manière-là. Et je me suis inscrit dans un cours qui était destiné aux enfants issus de l'immigration. J'étais le seul enfant non maghrébin. Et j'y suis resté jusqu'à ce que je quitte la région pour habiter à Paris. J'ai appelé mon livre Quelques mots d'arabe parce que mon niveau en arabe, je préfère être réaliste. Je n'ai pas un excellent niveau en arabe, je me débrouille, voilà. Tu te débrouilles, c'est déjà énorme. Et donc, quelques mots d'arabe, c'est un roman, c'est une fiction. C'est d'abord, tu te bases sur ton histoire, mais il y a d'autres choses dans ce livre. Alors oui, c'est parti de deux histoires que j'ai voulu mêler. J'ai voulu raconter avec un peu de fiction tout de même mon histoire, mon parcours, parce que finalement apprendre l'arabe quand on est un adolescent, c'est vrai que ça n'est pas commun dans la France des années 80. D'ailleurs j'en profite, moi dans les années 80, je regardais une émission que tu as dû connaître, qui était Mosaïque. Mosaïque, Moi, je regardais Mosaïque le dimanche matin ou le samedi matin, je ne sais plus, oui. présenté par Nadia Samir, Djeloul Begoura. Tout à fait. Il y avait le groupe Djourdjoura, il y avait Djourdjoura, Idir. Slimane Azem, Idir, et mais, tant d'autres. Hein. Et ça, ça peut paraître étrange, mais moi, ça me fascinait.
ça me fascinait et je rêvais d'aller au Maghreb. C'était voilà. Et tu es parti en Afrique du Nord, comme tu es parti en Asie. L'Asie, je crois que c'est plus tard, Hong Exactement, Kong, plus Taïwan, tard, oui. Thaïlande et Cambodge. Mais tu étais déjà parti donc en Afrique du Nord. Et ton premier voyage, c'est en Algérie, c'est ça? Alors, il y a eu un premier voyage avec mes parents quand j'étais très jeune au Maroc. Oui. Mais le premier voyage, je dirais que j'ai fait moi-même, c'est en Algérie en 1988. Je venais de passer une année en Angleterre et c'était très agréable de vivre loin de chez soi, Bien dans un sûr. pays étranger comme l'Angleterre. Et je ne me voyais pas rentrer en France et je me souviens, mon projet c'était de vivre en Algérie. Et donc j'ai fait des démarches, je suis arrivé en Algérie en plein été. J'ai cherché mollement du travail, je suis allé un petit peu à droite et à gauche, Ah, tu avais du courage quand même. C'était un pays que tu ne connaissais ce pas que quand je ne même. connaissais absolument pas, mais en fait que je connaissais indirectement. Oui, de par Et, la culture. et c'est étrange parce que finalement, je ne suis pas retourné en Algérie depuis janvier 92. Mais j'ai l'impression de ne jamais avoir quitté l'Algérie. Parce que d'abord, parce que je travaille dans une radio qui s'appelle Radio Oui. Orient. Tu Euh, travailles à Radio Orient depuis 1991. Tu nous diras des mots plus tard hein, dans l'émission. Et donc, tu arrives, c'est 1988, et tu essayes même de t'y installer dans ce pays que tu connais pas beaucoup, hein, mis à part ce que tu as lu, mis à part donc les cours d'arabe. Et comment alors le séjour se termine-t-il? Ah bah écoutez, écoute, le séjour se termine un petit peu bizarrement, c'est-à-dire que j'avais oublié dans mes papiers, j'ai eu un problème de papier en Algérie, c'est drôle, hein. D'accord. J'avais fait une demande de visa, une entrée, une sortie, et mon professeur d'arabe, qui était marocain, habitait de l'autre côté de la frontière, à Oujda. À Oui, l'époque, la c'est frontière juste était à côté. ouverte, Oui. et il m'avait dit, quand tu vas en Algérie, je t'invite à Oujda pour assister à un mariage. Et je traverse la frontière, j'étais très content. Ben voilà, la frontière algéro-marocaine était ouverte à Oui, oui. Maria. Oui, oui, elle venait juste d'être ouverte par le président Chadli Benjedid et le roi Hassan II, oui. Et puis, à la fin de mon séjour marocain, ben, je me suis dit, ben, je vais rentrer en Algérie pour terminer mon séjour. Et puis, comme j'avais demandé un visa avec une entrée, une sortie, j'étais sorti d'Algérie, je n'avais plus le droit de retourner en Algérie. Donc, mon séjour en Incroyable. Algérie Ça s'arrête à s'est cause arrêté. S'est arrêté. d'une entrave administrative, c'est Voilà. ça? Et donc, Mais je tu es suis. resté combien de jours alors en Algérie? Oh, je pense 2 ou 3 semaines. Ah, Voilà, quand mais même, quand même. Tu t'es suffisamment resté à longtemps. Alger ou bien tu as bougé un Alger, je me peu? suis promené, je suis allé à Oran, je suis allé à Tlemcen. Ah, Tlemcen, c'était d'accord. important pour moi d'aller à Tlemcen parce que mon père est né à Tlemcen. Et Ah, d'accord. oui, ma famille, en fait, c'est pas une famille pied noir, mais le hasard de l'histoire a fait qu'ils ont vécu quelques années, dans les années 40, en Algérie. Et une partie de ma famille Donc est c'est née un peu en un retour aux Algérie. sources, Loïc Exactement, Barrière. Et exactement. surtout à Tlemcen alors. Et je suis toujours très fier de dire que mon père est né en Algérie. C'est Eh ben, important. oui, c'est important, bien sûr. Ah, c'est le parcours de ton père. Hein. Et donc, quelques mots d'arabe racontent ton histoire. Et donc, comment est-ce qu'on a accueilli ce livre hein? C'est le seuil. Est-ce qu'on l'a accueilli d'une certaine façon hein? C'est clair, déjà à travers le titre, hein, quelques mots d'arabe. Bah, comment on l'accueille? En tout cas, je sais que ce qui a intéressé les lecteurs, c'était justement le récit de cet adolescent qui s'intéresse à l'arabe par le biais de l'immigration, parce que beaucoup d'orientalistes et d'arabisants, souvent, n'ont pas cette démarche-là. Pas du tout. C'est une démarche Oui, c'est intellectuelle. vrai. C'est Ils vrai. s'intéressent, je dirais, au monde arabe à travers l'histoire, les grandes dates. Et C'est moi, vrai. c'est à travers mes amis issus de l'immigration. Et puis aussi, ce livre avait il y a une autre histoire dans le livre, c'est que je raconte aussi l'histoire des chômeurs marocains. Oui. Je voulais absolument parler de ce phénomène. On ne parlait pas beaucoup à l'époque de la désespérance de toute cette jeunesse qui attend quelque chose
et qui ne vient pas. Je pense que c'est malheureusement le cas en vrai. Algérie ou en Oui, Tunisie. bien sûr. Et je trouvais que c'était un thème littéraire qui n'était pas abordé. Et voilà, j'ai pensé qu'il fallait le faire. En tout cas, moi, ça C'est m'importait. très bien que tu l'aies fait. Et puis donc, toujours à cette période-là, tu voyages aussi dans d'autres pays, hein, Tunisie, Mauritanie, Syrie, Liban, Égypte. Tu es fasciné par ce monde. Ah oui, c'est. Et puis c'est vrai que quand on a la chance justement de parler quelques mots d'arabe, Oui, c'est très agréable de pouvoir être compris, de comprendre ce que vous disent vos interlocuteurs. Et surtout, je dirais, les habitants du monde arabe ont tellement l'habitude, je dirais, de connaître eux davantage le monde occidental que le monde occidental ne les connaît le connais, monde oui. arabe. Ils sentent qu'on fait un pas aussi vers leur culture. Ben, c'est le monde arabe, c'est le monde berbère aussi, hein, la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc. Au Maroc, j'étais d'ailleurs dans la région d'Agadir où on parle le Oui, Tacherhit. ah bah oui, Tous mes amis parlaient le voilà. Tacherhit et l'arabe marocain, C'est le pays de l'immense écrivain, paix à son âme, Mohamed Khayruddin, n'est-ce pas? qui était un immense écrivain Immense poète, immense écrivain. que j'aurais aimé rencontrer. Il a longtemps vécu à Paris, Oui, il a oui, oui. longtemps été un pilier de bar parisien. J'ai des collègues qui l'ont rencontré. Malheureusement, le hasard de l'existence a fait que voilà, il y a des gens comme ça que j'aurais aimé connaître. Mohamed Choukri, par exemple. Aussi, Mohamed oui. Choukri, j'ai eu la chance à un moment donné de diriger un recueil de nouvelles. Oui, on Euh, reviendra à ce recueil de nouvelles, hein. Tu as participé à faire connaître des auteurs qui sont aujourd'hui presque majeurs, n'est-ce pas, de la littérature marocaine. Ah, n'est-ce pas? Effectivement, dans ce recueil de nouvelles qui s'appelait Des nouvelles du Maroc aux éditions Paris Méditerranée et qui a été Oui, publié également au Maroc, il y avait des auteurs confirmés comme Abdelhak Serhan Serhan, et oui, Mohamed Choukri. oui, Mohamed Choukri, on a publié son texte, mais je ne l'ai pas rencontré. En revanche, j'étais heureux de rencontrer Abdelhak Serhan. Et oui, puis, il y a eu le tout premier texte d'Abdellah Taya, qui est oui. aujourd'hui un grand écrivain, publié au Notre Seuil reconnu et des éditions cinéaste. du Seuil, Exactement. effectivement, c'est Exact. vrai, c'est vrai. On fait juste une petite pause, donc avant de revenir au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain et journaliste Loïc Barrière. Donc Loïc, on parlait du Maroc, ce pays magnifique, hein, ce pays berbère ou bien berbéro-arabe qui a donné beaucoup de créateurs, beaucoup d'écrivains, hein, Driss Chaibi entre autres aussi, hein, n'est-ce pas? Et c'est aussi le pays de mon ami Salim Jay, Aussi, qui est oui. un écrivain franco-marocain qu'il faudrait que tu invites sur ce plateau, Ben, il est le qui est bienvenu. quelqu'un de remarquable, qui est un grand lecteur de la littérature maghrébine, qui a écrit le dictionnaire des écrivains marocains et qui va bientôt publier le dictionnaire des écrivains algériens. Algérien, il s'intéresse aussi aux écrivains algériens, ben c'est fabuleux. Je l'inviterai quand ce livre sortira alors. Et donc, le premier livre, ton premier livre, s'appelle Le voyage clandestin. C'est toujours au Seuil. Alors, le voyage C'est une clandestin, histoire de sans-papiers, c'est ça? c'est une histoire de personnes sans papier, en effet. C'est l'histoire vraie d'un ami algérien que j'ai rencontré à l'occasion de ce premier voyage en 1988. Il vendait des glaces rue Didouche Mourad. Oui, en Il, plein cœur d'Alger. il habitait la rue du docteur Saadan. Oui. Voilà, je donne toutes les rues parce Oui, ben là, tu euh, situes vraiment de manière voilà, précise. il vendait des glaces et puis son rêve, c'était d'aller en Australie. Son rêve, c'était l'Australie. C'était le rêve de toute la jeunesse algérienne à cette époque-là, hein. D'ailleurs, Felag en a On a fait fait un le sketch, Babor Australie, un oui, sketch qui est très beau. exactement. Et on avait sympathisé, il avait gardé mon adresse et mon numéro de téléphone, on s'échangeait des lettres de temps en temps. Et puis un jour, j'ai la surprise de Il recevoir un coup de débarque. téléphone, il me dit « je suis à Paris ». Et alors j'ai suivi tout son parcours parisien. Et malheureusement, c'était donc le début des années 90. On ne parlait pas beaucoup des sans-papiers à C'est l'époque. vrai. Il a été arrêté parce qu'il n'avait pas de titre de transport dans le métro. Dans le métro. Et la police me téléphone. Il avait donné mon numéro de téléphone pour me dire, écoutez, il a laissé son passeport chez vous.
J'ignorais totalement. Il avait, par sécurité, il avait planqué son passeport dans ma bibliothèque, je ne sais plus à côté de quel livre. D'accord, il Et l'avait la fait police, sans te le dire. sans me le dire. D'accord. Et la police m'appelle en me disant, écoutez, son passeport se trouve à côté de tel livre. Est-ce que vous pouvez le ramener, au commissariat de Versailles? Donc je ramène le passeport, c'était à la demande de cet ami, et le policier me dit, mais vous savez, il est venu chez vous, théoriquement, selon la loi, vous faites du recel de clandestins, et donc nous pourrions vous arrêter. Et c'est là que j'ai pris conscience, en fait, que de la criminalisation des personnes sans papier. Et on a fini après par parler de ces sujets, notamment avec l'expulsion des sans-papiers de Saint-Bernard. Mais très vite, quand j'ai eu l'occasion d'écrire, cette histoire-là, j'ai estimé qu'elle devait être écrite. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers romans écrits en français qui parle de ce thème, n'est-ce pas? Oui. Expulsé, voilà. Et je raconte son séjour en prison, son expulsion, voilà. Donc c'est un livre qui vaut aussi comme témoignage presque historique, si je puis dire ainsi. Il y a eu effectivement d'autres livres sur cette question des sans-papiers par la suite, il y en a eu beaucoup. C'est un livre de romancier, mais c'est aussi un livre de journaliste. C'est-à-dire que finalement, en travaillant à Radio Orient, à cette période-là, je lisais beaucoup d'informations sur tous ces émigrés qui mouraient en mer au large de la Méditerranée. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Ce sont des bateaux énormes avec des centaines de personnes. Et je me souviens qu'on disait il y en a 3 qui meurent par jour. Et ça n'était pas connu. Personne n'en parlait. Donc j'ai aussi parlé de cela dans Le Voyage clandestin. Et j'ai aussi voulu écrire ce livre parce que je dirais que quand un sans-papier, qui est une expression un peu malheureuse, quand on traite un être humain de sans-papier. Quand un sans-papier a un visage, quand il a une histoire, il redevient une personne. Oui, il redevient un être humain, au fait. Exactement, il redevient un être humain. Et ce livre, j'ai eu la chance que ce livre soit sélectionné par de nombreux établissements scolaires qui m'ont invité à travers la France. Et à chaque fois que les adolescents m'interrogeaient à la fin de la rencontre, ils me demandaient ce qu'il était devenu. Est-ce qu'il a finalement réussi à aller en Australie? Et véritablement, ils étaient pour que Adel, le héros du livre, ait des papiers. Ils voulaient tous qu'il reste en France, c'est ça? Voilà, ou qu'il aille en Australie. Ou bien qu'il réalise son rêve. Il voulait vraiment aller en Australie. Voilà. Malheureusement, le personnage qui m'a inspiré ce livre, je n'ai plus de nouvelles. Peut-être qu'un jour j'en aurai. Voilà. Et donc ces rencontres avec les lycéens, ça se passait bien? Il n'y avait pas de questions un peu qui choquent, soi-disant l'assistance, ou bien qui te mettent mal à l'aise un petit peu? Non, je dirais que ce qui est bien avec les adolescents quand ils vous reçoivent dans leur classe, avec l'enseignant ou le documentaliste, c'est qu'ils sont très francs. Ils vous disent tout de suite si c'est bon ou si c'est mauvais. Alors certains, par exemple, étaient un peu choqués parce qu'il y avait quelques mots d'arabe qui étaient un petit peu ne comprenaient pas. Injurieux. Injurieux, d'accord. Il y avait beaucoup d'injures en fait, puisque il y a des scènes qui se passent en prison, il y a des voilà, et donc ils étaient un peu heurtés de voir ces mots, je dirais qu'on n'écrit pas, mais que moi j'avais écrit dans le texte et que je n'ai pas voulu traduire d'ailleurs, parce que je me dis que certains mots d'arabe appartiennent aussi à notre vocabulaire, au vocabulaire français. Oui, c'est vrai, hein. Certains sont rentrés d'ailleurs dans la langue française depuis déjà longtemps. Et il y a même des gens maintenant qui font des dictionnaires de mots d'origine telle ou telle qui sont rentrés dans la langue française. Je reviens à ton second séjour en Algérie. Tu m'avais dit c'est en 1992. Donc à ce moment-là, l'Algérie arrête le processus électoral, fait appel à Mohamed Boudiaf pour diriger le fameux HCE, et bientôt le pays va sombrer dans la guerre contre les civils.
Alors j'étais à Alger en janvier 1992 quand Mohamed Boudiaf est descendu de son avion et qu'il est arrivé. Là, tu es comme Oui, journaliste. voilà, Hein, tu es j'y là suis comme allé, journaliste. le processus électoral venait d'être interrompu. Alors j'avais été envoyé à la fois par Radio Orient et Oui, par un journal qui s'appelle Paris Plus, que j'ai envie de Paris citer Plus. sur Oui, oui, l'antenne oui, je de connais ce Berbère TV, journal. J'ai même été fondé. interviewé un jour par ce journal à Alger et c'était en 92. Et on Oui, avait fait d'ailleurs un numéro spécial sur l'indépendance de l'Algérie en oui, 1992. On avait d'ailleurs fait des interviews de Tarjaoud que j'ai oui, rencontré à paix cette à son âme, occasion-là. un grand auteur aussi, un Et grand j'aimerais poète. citer Rahim Rezigat, qui était le Oui, fondateur de Paris Plus, Gilali d'accord. Benchir, qui était le rédacteur en chef de Oui, ce journal, parce que ce sont eux qui m'ont donné aussi ma chance. J'ai publié mes premiers articles dans ce journal qui était destiné à faire connaître l'immigration en France. Voilà. c'est vrai. Et donc, tu m'avais dit que tu avais même fait un saut à Tizi Ouzou, toujours Ah oui, à Tizi cette Ouzou, oui, oui. période-là. Donc, tu es resté quelques jours, c'est ça? Oui, Tizi Ouzou, c'était un passage trop rapide. Je ne me souviens plus du nom de l'hôtel, mais je me souviens de toute cette décoration berbère Oui, magnifique, voilà, qui me faisait penser un peu aussi aux robes des chanteuses de Djurdjura, par exemple. oui. Et j'avais discuté avec beaucoup de gens à Tizi Ouzou, mais malheureusement, je devais rentrer à Alger. Et mon grand regret, ça a été de ne pas pouvoir aller dans les montagnes de Kabylie. Oui. Voilà. Alors, ce qui m'a marqué beaucoup aussi en janvier 1992, où il y avait beaucoup de journalistes français qui venaient, il y avait la 5 à l'époque, vous vous Oui, souvenez, oui, oui, bien sûr. beaucoup annonçaient des affrontements, la guerre civile. Et les Algériens, je me souviens, ils disaient, mais arrêtez de dire qu'il y a la guerre civile, on n'y croit pas, on veut la paix. Je me souviens que c'était vraiment. C'est vrai, on n'y croyait pas, c'est vrai. J'étais moi-même journaliste à Alger à ce moment-là, on n'y croyait pas, oui. On savait qu'il y avait des risques, mais on n'y croyait pas trop Il y à... avait une grande conscience politique. Moi, C'est j'avais vrai, été c'est vrai. frappé par le degré de maturité politique des Algériens qui n'étaient pas forcément des responsables ou des Oui, journalistes. Je dirais oui. les Algériens que je rencontrais dans la rue. On a toujours dit qu'en Algérie, les Algériens étaient peut-être d'une certaine maturité politique supérieure à leurs dirigeants, qu'ils soient du pouvoir ou qu'ils soient de l'opposition. C'est peut-être ça l'échec algérien, hein, si je puis dire ainsi. Et donc, depuis ce jour-là, tu n'es pas retourné en Algérie. Le hasard de la vie a fait que je n'y suis pas retourné, mais j'espère beaucoup y retourner à l'occasion. Je Voilà, je sais pas, du l'espère salon parce du qu'on livre. on sent que tu as des liens de cœur avec ce pays magnifique. Et je ne l'ai jamais quitté véritablement, puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Oui, en travaillant dans une radio qui s'appelle Radio Orient, nous parlons de l'Algérie presque quotidiennement. c'est vrai, On c'est interviewe des vrai, gens par c'est téléphone. vrai, Quand ils sont de c'est passage vrai. en France, on les accueille. Il y a eu beaucoup d'intellectuels algériens qui sont arrivés en France dans les années 90. C'est vrai. Je les ai pratiquement tous reçus. Donc c'est vrai que l'Algérie, de toute façon je pense que ce lien, il me dépasse moins. C'est un lien entre la France et l'Algérie. Voilà, je pense on a tous une histoire avec l'Algérie quand on est français. Beaucoup de Français, en tout cas, l'ont. Je ne sais pas si c'est tous, mais beaucoup l'ont. Et maintenant, donc, tu es à Radio Orient depuis 91. C'est quand même, ça dure, hein, bravo. Hein. Et qu'est-ce que tu fais, Loïc Barrière, à Radio Orient? Alors, je présente des journaux. Oui, J'anime une émission qui s'appelle Pluriel, qui est une pluriel, émission voilà. politique où je reçois des responsables politiques nationaux, locaux. Et puis depuis peu, j'anime aussi une émission littéraire, une toute nouvelle émission qui s'appelle La Bibliothèque de Radio Orient. La bibliothèque, c'est depuis quand alors? Voilà, je crois, depuis 1 an et demi. C'est très bien. Donc, tu parles des livres qui sortent, Voilà, des tu invites romans. des auteurs. Voilà, des auteurs, des romans, et puis aussi de plus en plus des essais. Et je me suis aperçu que c'était une émission qui était bien écoutée. On en parle assez souvent, donc
Bien sûr, bien sûr. On est L'avantage content de Radio Orient, c'est qu'en réalité, la radio traite de l'actualité française, mais d'une autre actualité aussi, hein, de tout ce monde qui est voisin, hein, au monde français, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Et donc, on peut avoir les nouvelles de deux mondes en général. Exactement. Nous, on est une radio complémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, quand il va y avoir une crise dans le monde arabe, toutes les chaînes de télévision françaises et tous les journaux vont en parler. Mais nous, on en parle tout le temps, même quand il n'y a pas de grosse crise. Je pense, par exemple, à la bande de Gaza. Les journalistes ont cessé de parler de Gaza depuis que la guerre s'est arrêtée. Oui. Nous, on continue à donner des informations à travers notamment des jeunes que l'on interviewe, car il y a de plus en plus de francophones à Gaza, ce qui n'était pas le cas lors de la précédente guerre en 2008. C'est vrai, et puis Radio Orient a un avantage aussi, c'est une radio bilingue, c'est une radio en arabe et en français. C'est une richesse. J'écoute Radio Orient, hein, donc le journal de Radio Orient, qu'il soit en arabe ou en français, est assez riche, puisqu'il y a déjà des correspondants sur place. C'est ça peut-être l'avantage, n'est-ce pas? Exactement, et beaucoup d'interviews à la fois des gens qui viennent en studio et des gens qu'on interviewe par téléphone. On a bon réseau de... Bien sûr. Et puis pour l'actualité française, la radio invite aussi des gens qui sont moins présents dans d'autres médias. C'est ça un avantage aussi. C'est-à-dire qu'on essaye un petit peu d'équilibrer. Nous, on a notre propre agenda. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Oui. Les histoires de Valérie Trierweiler, de Nabila, on n'a pas beaucoup de temps d'antenne pour ce genre d'histoire. On va plutôt s'intéresser, par exemple, aux élections départementales, à ce qui se fait dans certains quartiers populaires. Voilà, on essaye d'être que vous êtes, en tant que radio, plus près de la réalité française. Mais c'est-à-dire qu'on s'adresse finalement à un auditoire qui est instrumentalisé par les partis politiques, qu'ils soient de droite, de gauche ou du Front National. Et nous, on s'adresse directement à eux et on essaye de relayer leurs préoccupations. On fait, par exemple, on a une émission depuis la rentrée qui s'appelle Boulevard des auditeurs, oui. Qui est une émission vraiment très intéressante parce qu'elle est pédagogique, elle dure 2 heures le jeudi soir à partir de 18h30. Oui. Et donc, on va faire par exemple une émission sur la thématique du logement, une émission sur les aumôniers musulmans dans les prisons, et on prend le temps de parler. Et en fait, la richesse de la radio, je m'en aperçois de plus en plus, c'est d'avoir le temps. On n'est pas là pour faire du buzz, on est là pour donner du sens. C'est vrai, et puis beaucoup de vos émissions sont en podcast aussi. Ah, bien sûr. C'est un avantage aussi. C'est un avantage. C'est vrai que quand on a commencé à Radio Orient, on n'avait pas tous ces moyens, et c'est extraordinaire de savoir qu'on est écouté dans le monde entier, au-delà de nos zones de fréquence FM. Mais c'est comme Berbère TV, vous êtes écouté. Maintenant, je suis ravi de pouvoir regardé à travers le monde. On peut aujourd'hui nous regarder en tablette, smartphone, effectivement. Et Loïc Barrière, alors, depuis donc, ce qui s'est passé en France le 7 janvier dernier, il y a eu quand même beaucoup plus d'intérêt porté à Radio Orient, aux médias qui s'intéressent justement à ces communautés qui arrivent en France et qui sont de religion ou de culture musulmane, n'est-ce pas? J'imagine qu'on est un peu plus écouté peut-être depuis le 7 janvier, mais comme je dis souvent, il faut nous écouter tout le temps, il ne faut pas nous écouter en période de crise. Tu as raison. Tu as raison, mais si je te disais comment donc Radio Orient, dans l'ensemble, bien sûr, a traité justement ce qui s'est passé, parce que ce n'était pas facile, n'est-ce pas? On l'a traité comme des professionnels, comme des journalistes. Nous sommes une radio française, donc on l'a traité comme tous les autres médias, c'est-à-dire d'abord la période de l'émotion, du deuil, expliquer les faits, donner les faits. Vous savez, on n'est pas là pour spéculer. Quand on ne sait pas, par exemple, certains médias ont donné des informations très sensibles sur l'enquête. Nous, on a donné... Qui n'étaient pas forcément justes, et qui n'étaient pas forcément justes. Nous, c'est vrai. On a donné les informations données par la police, tout simplement parce qu'on fait confiance aux enquêteurs. Ce n'est pas notre travail de faire la police. Bien sûr. Et puis ensuite, le débat.
on a invité un certain nombre d'invités, voilà, comme Raleb Bencher, Tariq Ramadan, Edoui Plenel. Bon, ce sont les premiers noms qui me viennent en tête, mais on a invité beaucoup de gens, des hommes politiques, des responsables politiques. Effectivement, à Radio Orient. Tous les responsables politiques de premier plan ont témoigné sur Radio Orient le 7 janvier, dans l'après-midi. Ils ont tous, puisqu'on est à Montreuil où Berbère TV est installé, on a eu Patrice Bessac, le maire de Montreuil par exemple, puisque T-News habitait Montreuil. Tout à fait. On a de la même manière quand Hervé Gourdel a été assassiné en Algérie, on a invité tous les responsables politiques français. On est une radio française et on s'adresse effectivement à des auditeurs qui sont pour la plupart de confession musulmane. C'est vrai, et à Radio Orient, vous avez aussi un atout, c'est que effectivement, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Depuis des années, vous parlez des quartiers, de ces zones sensibles que certains estiment délaissées, que d'autres traitent d'une autre manière. Et donc aujourd'hui, Loïc Barrière, écrivain, journaliste, qu'est-ce qui ne se passe pas bien vraiment dans ces quartiers? C'est une question fleuve en réalité, mais bon, il y a des choses qui ne vont pas bien, n'est-ce pas? Alors, j'ai récemment invité un jeune écrivain très prometteur qui s'appelle Walid Hajar, oui. Et il me disait, on nous reproche peut-être de ne pas avoir assez condamné ou de ne pas avoir été lors de la marche du 11 janvier. Et il dit, mais c'est difficile d'aller aux enterrements quand on n'est pas invité au mariage. J'ai beaucoup aimé cette formule, oui, c'est très bien dit. Qui me rappelle aussi une formule de Najat Vallaud-Belkacem, qui disait, quand elle a commencé sa vie politique, elle avait toujours l'impression de ne pas être à sa place et d'être comme quelqu'un qui allait à un mariage, mais qui n'était pas invité à ce mariage. Oui. Alors, moi je dirais, les quartiers populaires, il y a beaucoup de problèmes, mais les gens, eux, je trouve, vont plutôt bien par rapport aux problèmes auxquels ils sont confrontés. On pourrait imaginer finalement que ça aille beaucoup plus mal. Parce qu'ils cumulent les problèmes. C'est bien que tu le dises, parce que je pense que tu te rapproches de la réalité, parce que les médias en général classiques, traditionnels en France, connaissent si peu ces territoires. Et donc, on ne dit pas les choses qui pourraient avoir un sens bénéfique pour le commun des mortels. On raconte plutôt des choses qui ne marchent pas. Et ça existe un peu partout aussi. Alors malheureusement, je dirais que c'est le monde médiatique d'aujourd'hui. On parle évidemment plus des trains qui n'arrivent pas à l'heure que des trains qui arrivent à l'heure. Mais c'est vrai qu'on est dans une période, je pense, où il faut aussi peut-être des messages un peu plus fraternels. Il faut aussi inviter sur les plateaux de télé et dans les radios des gens qu'on ne voit pas et qui sont extrêmement intéressants et très pertinents. Et en plus, de toute façon, c'est la génération qui va prendre le pouvoir. Moi, je vous le dis, il y a des gens aujourd'hui qui ont 30 ans, c'est eux qui vont diriger la France demain. C'est une question d'âge, une question de génération. Donc, il faut les écouter aujourd'hui. Ils sont très républicains. Ils font un travail extraordinaire sur le terrain. Je ne nie pas qu'il y ait quelques brebis galeuses. Mais bien sûr qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a, c'est une évidence. Mais je pense qu'il faut faire confiance et il faut aussi cesser de généraliser. Voilà. C'est bien dit, Loïc Barrière. Loïc Barrière, tu as écrit aussi dans la presse écrite, tu as écrit dans Politis, tu as écrit dans l'Humanité Dimanche. Oui. Alors, qu'est-ce que tu écrivais dans ces journaux-là alors, dans Politis, j'ai fait plusieurs reportages, notamment, je me souviens, sur un lycée autogéré à Paris. Et puis, dans l'Humanité Dimanche, j'avais publié un article sur l'esclavage en Mauritanie, en fait, inspiré d'un voyage C'est un sujet très sensible. Il est malheureusement toujours d'actualité, ce sujet. Et je peux juste donner une petite anecdote qui peut être utile à des jeunes qui veulent être journalistes. Je ne sais pas si ça peut fonctionner une deuxième fois. Dans les années 90, avant d'être embauché à Radio Orient. Donc c'est très difficile de trouver un travail quand on veut être journaliste et qu'on n'a pas d'expérience. Alors j'ai écrit une lettre au directeur de l'Humanité. D'accord. Une lettre au directeur de Politis. Alors le directeur de Politis m'a répondu, Bernard Langlois, qui maintenant a pris sa retraite, mais qui a toujours un blog. Et je lui ai dit, écoutez, si vous êtes de gauche, prouvez-le. Moi, je suis un jeune journaliste, j'ai 20 ans.
je voudrais qu'on me donne ma chance. Et on était voisins, et le Politis était dans le 20e, j'habitais quelques rues plus haut, et il m'a envoyé un petit mot, il m'a dit « Passe en voisin », je suis venu, il m'a soumis une dizaine de sujets, enfin je lui ai soumis une dizaine de sujets, il les a tous, pratiquement tous acceptés, et j'ai été payé, c'est la première fois que j'ai reçu un salaire en tant que journaliste. C'était un bon plan, mais tu avais beaucoup de mérite, hein. Tu vas déjà le voir et tu as déjà des sujets en tête. C'était vraiment le bon plan. Je reviens au livre de nouvelles. Alors, c'est toi qui as coordonné un peu ce travail. Et comment est-ce que l'idée était venue de faire ce livre? Eh ben, Ou bien c'est l'éditeur? Non, en fait, l'idée est venue de moi parce que c'était l'année du Maroc en France. Ah, d'accord. Et je me suis aperçu que je connaissais beaucoup d'écrivains marocains. Pas tant que ça d'ailleurs, rétrospectivement, je croyais en connaître beaucoup plus. Et donc j'ai eu l'idée, voilà, je suis allé voir les éditions Paris Méditerranée, ils ont accepté le projet. Et certains auteurs voilà, sont restés des amis. Je pense notamment à Salim Jay, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a, à l'occasion de ce livre, renoué avec le Maroc. Et aujourd'hui, c'est un écrivain qui retourne très régulièrement dans son pays d'origine. Il n'avait pas beaucoup écrit sur le Maroc pendant quelques années, et c'est grâce à ce livre qu'il a réécrit sur le Maroc. Et c'est toi qui as sélectionné les auteurs ou bien oui, ils sont venus à toi? Bah, en fait, je les ai sollicités. Alors c'est un travail très difficile. C'est pour ça que je ne sais pas question. si je le referai parce que il faut avoir beaucoup de patience. Hein. C'est pas. C'est plus facile. Il faut gérer les susceptibilités des uns et des Exactement. autres, les convaincre aussi. Exactement. Hein, bien sûr. C'est finalement plus simple d'être auteur soi-même et d'écrire dans son coin. Et alors, écrivain toi-même, alors tu prépares un autre roman, je crois savoir. Alors, j'ai deux autres manuscrits. Deux autres manuscrits. Qui sont, l'un est terminé, l'autre est pratiquement terminé. Et les deux ont pour thème les relations entre la France et le Cambodge au XIXe siècle. Parce que, comme je t'ai dit, je ne connaissais rien au Cambodge avant d'écrire mon troisième roman. Mais depuis, je me suis vraiment spécialisé, j'ai beaucoup lu. Et j'ai découvert qu'il y a eu des relations incroyables. On parle beaucoup des relations franco-algériennes, mais les relations... Mais le Cambodge aussi. Oui, en fait. Et surtout, il y a beaucoup d'informations sur la façon dont la colonisation était vécue dans la période de l'Indochine. Et j'ai retrouvé notamment la trace d'une guerre qui a été menée par un prince cambodgien contre les Français, avec le soutien du roi en place, mais le roi ne voulait pas trop qu'on sache qu'il était derrière cette rébellion. Et cette guerre a été perdue par la France. Alors, c'est vers quelle année? En 1887. Voilà. D'accord. Et voilà, c'est un sujet qui est connu des spécialistes du Cambodge qui connaissent bien l'histoire, mais le grand public ignore toute cette histoire. Et j'ai découvert par la suite l'histoire d'une personnalité cambodgienne qui était venue en France pour se plaindre de la colonisation et qui a fini expulsée en Algérie. Et donc, ça, c'est l'objet d'un manuscrit. Histoire, Algérie, Indochine, France, voilà. Hein, n'est-ce pas? Et puis la défaite d'ailleurs en Indochine de la France a beaucoup incité les Algériens à se révolter. Hein, on oublie de le dire. Tout à fait, Ho Chi Minh. C'est en 1954. Oui, hein. le général La défaite, c'est au printemps. Et le 1er novembre, c'est en automne. C'est la même année. Hein, on oublie de faire le parallèle. Mais je pense qu'il y a un parallèle. N'est-ce pas? Oui, alors moi je n'ai pas assez étudié la période des indépendances au milieu du XXe siècle. Oui. Là, en ce moment, je me concentre véritablement sur la période de la Troisième République. D'accord. Voilà. Et le deuxième manuscrit alors? C'est toujours le Cambodge ou pas? Voilà, c'est deux manuscrits en fait. Voilà, il y a deux manuscrits. L'un parle de l'insurrection, l'autre parle de cette personnalité cambodgienne qui a été expulsée en Algérie et qui a fini ses jours en Algérie. Voilà. Il a fini ses jours en Algérie, donc il ne pouvait plus retourner en Indochine. En Indochine, et il est rentré en Indochine malheureusement pour y être enterré. D'accord. Et en général, Loïc Barrière, alors, les écrivains qui t'inspirent, c'est qui? Ah voilà, ça c'est la question piège. Non, mais c'est la bonne question. Alors, dire tous les noms, il doit y en avoir beaucoup. Oui. J'ai envie de citer en priorité parce que j'ai eu la chance de le connaître et sa mort m'a infiniment peiné. Oui. C'est Rabah Belhamri.
Bellamri, grand oui, écrivain paix à son âme, grand algérien. écrivain, grand poète, oui, c'est vrai. Et j'ai eu C'est la vrai. chance de lire ses livres jeunes. Et puis, je dirais que j'ai été publié indirectement grâce à lui, parce que C'est bien que tu le dises. je suis allé un C'est- jour Oui, dans un endroit que tu connais évidemment parfaitement, l'Association culturelle berbère, rue des oui, la Maronites à CB, Paris. oui. Et puis il y avait une rencontre autour de Rabat Bellamri, écrivain qui était non-voyant, il faut le Non-voyant, savoir. oui, il a perdu la vue hein, Et il a à écrit l'adolescence. il a écrit un roman qui est fantastique, qu'il faut absolument lire, qui est en folio, qui s'appelle Regard blessé. Tout à fait. Et un autre livre que j'aime beaucoup, que je relis presque chaque année, qui s'appelle Mémoire en archipel. Oui. Et Oui. j'ai eu la chance de l'interviewer 2 ou 3 fois. Et je suis allé le voir et l'écouter à ce moment-là. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de son éditeur, qui est devenu mon éditeur par la suite. Donc, Rabat Bellamri, je lui dois beaucoup plus encore que ce que je peux lui devoir. C'est bien que tu le dises, paix à son âme. C'était Voilà. l'enfant de Bougaa, donc en Kabylie, bien sûr. Il faut le lire, il faut lire Rabat Il faut le Bellamri. lire, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Sinon, C'est un immense poète, oui. Voilà. C'est un Sinon, je immense suis inspiré poète. par d'autres écrivains qui Bien sûr. n'ont absolument rien à voir avec mon univers. C'est-à-dire, par exemple, Virginia Woolf, que j'ai découvert Oui. tardivement, Proust, évidemment, Bien sûr. mais aussi, voilà, Mohamed Choukri, Le pain nu, Mohamed Choukri, c'est un livre que j'ai lu adolescent qui m'a marqué. Voilà. J'ai beaucoup aimé Azouz Begag aussi, quand Oui. j'étais gamin, Le Gaune du Shahaba. Oui. Voilà, ça fait partie des livres que j'ai aimés. Voilà, tu as répondu, et c'est tout un monde. Malheureusement, on arrive à la fin de notre voyage, à la fin de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Ou bien un dernier mot, Loïc Barrière. Écoute, je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Je te remercie beaucoup de cette Je t'en invitation. prie. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je suis très heureux d'être sur Berbère TV et de savoir qu'on est regardé par des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Oui. Au-delà de la Méditerranée, ça me touche beaucoup d'être dans ton émission. C'est moi qui te dis merci d'être venu et je te dis aussi bonne continuation. Merci Youssef. Je t'en prie Loïc. Vous aussi mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.